Parcours de formation de mise à niveau de la catégorie 1 vers les catégories A1 et B, module M12.03, calculer la charge de réfrigérant inflammable dans un système conformément aux normes de sécurité en vigueur. Donc on aura ici 7 chapitres. Donc dans un premier temps, je ferai un point sur le contexte réglementaire de la F-Gaz 3. En chapitre 2, je parlerai un petit peu des équipements disponibles avec les fluides A2L et A3. En chapitre 3, on fera un point aussi sur la norme EN 378. En chapitre 4, on va parler du calcul de charge maximale en réfrigération. En chapitre 5, le calcul des charges maximales, mais cette fois-ci en confort. En chapitre 6, le calcul des charges maximales avec le guide M, donc pour les supermarchés. Et en 7, on verra donc les outils informatiques et les abacs simplifiés pour réaliser donc ce fameux calcul de charge de réfrigérant. Chapitre 1, contexte réglementaire de la F-Gaz 3. Le nouveau calendrier d'interdiction oriente clairement les solutions vers des fluides à bas GWP. L'objectif étant de travailler avec des fluides frigorigènes dont le GWP est inférieur à 150 d'ici 2032, dans la quasi-totalité des applications. Tout d'abord, au niveau de la réfrigération, on a ce tableau qui synthétise les nouveautés. Les fluides à très faible GWP deviennent la norme, sauf pour les systèmes de type cascade, donc pour descendre à des températures très basses, et les chillers de puissance supérieure à 12 kW. Au niveau de la climatisation, on a également ce tableau qui synthétise les nouveautés. Les fluides à bas GWP deviennent également la norme dès 2030 pour la majorité des systèmes, sauf pour les pompes à chaleur bibloc supérieures à 12 kW. À partir de 2032, les climatisations et pompes à chaleur de petite puissance évoluent vers le zéro fluide fluoré. Chapitre 2, paysage des fluides A2L et A3. Il faudra regarder un petit peu ce qui se passe en termes d'étapes clés dans les prochaines années, puisqu'on pourra dire adieu à tous les fluides comme le R32, le R449, tous ces fluides dits de transition qui seront donc interdits. Les fabricants ont été très réactifs et tout est déjà prévu pour travailler, quelle que soit l'application, en réfrigération, en chiller ou en pompe à chaleur, pour la mise en place des solutions inférieures à 150. Les solutions de substitution se trouvent bien sûr du côté des fluides naturels comme le CO2 ou l'ammoniac, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse dans ce module, ce sont les fluides inflammables ou légèrement inflammables en climatisation ou en réfrigération, comme le R290, donc le propane, ou les fluides de la famille des HFO comme le 1234Z2 par exemple. Donc ces fluides s'installent fortement dans le paysage des équipements. Donc il est important de comprendre que le potentiel d'inflammation des fluides A2L est réduit, mais non nul. Par contre, pour les fluides A3, il y a un vrai sujet puisque ce sont des fluides très dangereux. En termes d'application, on voit une carte des équipements qui commence à être de plus en plus claire. Donc pour les magasins de proximité ou les grandes enseignes de supermarchés, les groupes autonomes au CO2 ou Surac s'imposent, même si le CO2 dans ce type de puissance coûte encore un peu plus cher par rapport à des solutions à 2L. Pour les métiers de bouche, nous avons les solutions monobloc à travers donc les armoires froides en inox équipées donc de groupes logés fonctionnant au propane majoritairement. Pour les groupes monopostes avec une chambre froide en poissonnerie ou en boucherie, donc c'est-à-dire qu'en fin de compte qu'on a un groupe de condensation et un évaporateur déporté, on aura donc des solutions A2L comme avec le R454C qui s'impose, malgré que ce soit un mélange HFC-HFO, donc c'est un blend, mais qui a un GWP inférieur à 150. En froid commercial, on voit également du A2L sur du multiposte pour des petites supérettes ou des supermarchés. Désormais, il faudra travailler de façon un peu différente et mettre en place ce qu'on appelle une analyse de risque. En particulier, donc il faudra prendre en compte le parcours des tuyauteries et le choix d'implantation des groupes de production. J'ouvre une petite parenthèse sur le rétrofit d'installation de HFC vers des fluides A2L. Il faut avoir à l'esprit que cela est très compliqué, voire dans certains cas impossible, parce que les classes de 2SP changent, parce que les produits qui ont été installés il y a plusieurs années ne sont pas du tout compatibles avec des A2L.
Vous serez obligé de quasiment repartir de zéro en termes d'installation. Si malgré tout vous souhaitez réaliser un rétrofit, il faudra faire appel à des bureaux spécialistes sur le sujet. Chapitre 3, la norme EN 378, principes fondamentaux. La norme EN 378 est une norme européenne et non française, dont l'objectif principal est d'assurer la sécurité dans la conception, l'installation, l'utilisation et la maintenance des systèmes frigorifiques. Elle couvre donc l'avant, le pendant et l'après de la vie d'une installation. La EN 378 vise à limiter les risques liés aux fluides frigorigènes, notamment les fuites ou les risques d'explosion associés aux fluides A2L et A3. Elle recommande la mise en œuvre d'une analyse du risque. Concernant le lexique réglementaire, une notion importante, c'est celle d'espace occupé. En apparence, la notion est simple. Pourtant, selon la norme, un espace occupé est un espace à l'intérieur d'un bâtiment, délimité par des murs, des planchers et des plafonds, et occupé par des personnes pendant une période significative. Cette notion est très importante pour le calcul des quantités maximales de fluide frigorigène autorisées. La notion de période significative peut être interprétée différemment selon les personnes et toute la complexité donc de cette norme, c'est de faire des choix, des hypothèses qui peuvent varier d'un professionnel à l'autre. Il y a malgré tout des grands axes qui cadrent la démarche, comme nous allons le voir dans les slides suivants. Lorsqu'on parle de sécurité des personnes, deux types d'impacts doivent être pris en compte, la toxicité et l'inflammabilité. Certains fluides sont classés toxiques, comme l'ammoniac. D'autres présentent principalement un risque lié à l'inflammabilité. Ces deux risques constituent donc deux approches distinctes dans la norme. Donc pour la toxicité, on se réfère au tableau C1, avec des formules de calcul spécifiques. Pour les fluides inflammables ou légèrement inflammables, comme ceux abordés aujourd'hui, on utilise le tableau C2. La norme impose ensuite de retenir le résultat le plus contraignant, issu donc de ces calculs. Et donc de façon pratico-pratique, on s'aperçoit que le critère de toxicité est systématiquement donc moins pénalisant que celui de l'inflammabilité. C'est pour ça que donc dans le cas des fluides A2L ou A3, le tableau C1 n'est pas déterminant, puisque l'inflammabilité devient le risque principal à considérer. Il faudra aussi prendre en compte les volumes. Donc l'objectif est de vérifier que selon le calcul issu du tableau C2, la charge de fluide nécessaire à l'installation reste inférieure aux limites autorisées par la norme. À partir de là, si le calcul réalisé selon le tableau C2 montre que la charge de fluide frigorigène nécessaire au bon fonctionnement de l'installation reste inférieure à la masse admissible, alors l'installation est conforme. C'est le premier niveau défini par la norme. Si ce premier niveau n'est pas suffisant, la norme prévoit un niveau supplémentaire via la clause C3. Celle-ci permet d'intégrer un ou deux niveaux de sécurité additionnels sur l'installation afin d'accéder à des niveaux de charge supérieurs. Donc en résumé, le tableau C1 il est plutôt axé sur la toxicité. Donc il n'est pas dimensionnant au final pour nos fluides A2L, car ce risque est considéré comme secondaire. Au niveau du tableau C2, donc celui-ci concerne l'inflammabilité, donc il correspond au premier niveau de limite de charge. Lorsque ce niveau est insuffisant, on active la clause C3 qui introduit des mesures de sécurité additionnelles. Pour accéder aux formules du tableau C2, il est nécessaire d'identifier ce que la norme appelle les données d'entrée. Ces données consistent simplement à caractériser l'installation afin de déterminer quelle formule utiliser pour calculer la charge maximale autorisée de fluide frigorigène. Donc première question à se poser, c'est quel type d'application? Donc nous, en réfrigération, donc la norme classe notre domaine dans la catégorie autres applications, c'est comme ça. Et on a une deuxième application qui se trouve au niveau du confort. Donc ça, c'est surtout axé sur les pompes à chaleur et les systèmes de climatisation. Donc ensuite, on détermine la catégorie d'accès. Donc on en a trois, A, B et C. Au niveau de la catégorie A, donc c'est un accès général, c'est la catégorie la plus contraignante au final. Elle correspond au lieu accessible à tout le monde, sans formation particulière, par exemple un supermarché.
Au niveau de la catégorie B, donc c'est un accès surveillé. Donc les personnes présentes au final dans cet espace, dans cette catégorie ne sont pas forcément formées, hein, elles sont encadrées par du personnel compétent, par contre qui est capable de réagir en cas de problème. Donc on peut citer des bureaux, des agences ou des petits commerces. Au niveau de la catégorie C, donc c'est un accès restreint. Donc seules les personnes autorisées et formées peuvent y accéder. Donc une arrière-boutique, des locaux techniques, un site industriel par exemple. Ensuite, il faut déterminer l'emplacement du système frigorifique. Donc classé de 1 à 4. Au niveau de la classe 1, donc on a des groupes logés monoblocs. Donc on est surtout sur des meubles autonomes, des réfrigérateurs. Au niveau de la classe 2, et c'est la plus courante pour nous, donc environ 95% des installations. Donc on est sur des centrales frigorifiques installées en toiture ou en salle des machines, avec donc un condenseur déporté et un évaporateur dans une chambre froide. Au niveau de la classe 3, donc l'équipement est entièrement installé à l'extérieur, donc en chiller ou en rooftop par exemple. Et en classe 4, donc ça c'est des installations très spécifiques qui ne nous concernent pas trop au final, donc qui sont réalisées sur mesure et qui sont rarement rencontrées donc en pratique. Enfin, il est nécessaire de définir le volume V de chaque espace traversé par des tuyauteries frigorifiques ou susceptibles d'être concernés par une fuite afin d'évaluer donc le niveau de risque associé. Une fois l'ensemble de ces données d'entrée identifiées, on peut utiliser le tableau C2. Donc par exemple, pour une application de réfrigération, on se positionnera dans la partie gauche du tableau, puis on sélectionnera la catégorie d'accès, A, B ou C, et donc la classe d'emplacement du groupe, souvent classe 2 comme on l'a dit juste avant. Et donc à chaque combinaison correspond une formule de calcul permettant donc de déterminer la charge maximale autorisée. Donc certaines formules peuvent paraître complexes, mais dans les faits, leur application est assez simple. La formule la plus courante donc, est de type 20% multiplié par la LFL fois le volume du local. Donc la LFL, c'est la limite basse d'inflammabilité. Donc c'est une donnée propre à chaque fluide frigorigène. Et donc elle est facilement accessible dans des tableaux, comme on le voit ici. Par exemple, pour le R455A, donc ce fluide a une limite inférieure d'inflammabilité de 0,431 kg par mètre cube. Alors comme on peut le voir également, ces formules sont soumises à un plafond maximal. Si le calcul autorise par exemple 5 kg de fluide frigorigène, alors que l'expérience montre que 10 kg sont nécessaires pour faire fonctionner donc correctement l'installation, donc notre installation n'est pas conforme en l'état. Donc dans ce cas, la norme autorise le recours à la clause C3 qui introduit un ou deux niveaux de sécurité supplémentaires permettant donc d'augmenter la charge maximale admissible. A noter également que dans certains cas, notamment en catégorie C, la densité de personnes est prise en compte. Si cette densité est inférieure à une personne pour 10 mètres carrés, il est possible qu'aucune limite de charge ne s'applique, ce qui peut représenter un avantage significatif pour la conception de l'installation. Alors attention, il faut travailler avec le bon tableau, car il existe aussi un tableau pour les fluides A3, donc la formule est la même, mais les seuils sont différents, et ça c'est tout à fait normal, puisque les fluides classés A3 sont beaucoup plus dangereux que les fluides A2L. Chapitre 4, calcul des charges maximales en réfrigération. Donc je vais vous donner un petit exemple concret pour mieux comprendre, c'est toujours mieux. Donc imaginons que nous soyons aujourd'hui dans une boulangerie. Donc je dois y installer donc, un groupe de condensation avec un évaporateur A2L OR455A. Donc le groupe est installé à l'extérieur du bâtiment. La chambre froide est à l'intérieur et je n'ai pas d'autre choix que de faire passer la tuyauterie à travers plusieurs pièces. Donc d'abord l'espace de vente, puis éventuellement donc un bureau, avant d'arriver dans la chambre froide. Ensuite, il faudra catégoriser les pièces. Donc l'espace de vente est ouvert au public. C'est donc un espace que je vais classer en catégorie A. Le bureau est un espace à accès autorisé, avec très peu de passages. Donc je décide de le classer en catégorie B, donc un accès surveillé. La chambre froide, donc seules les personnes travaillant dans la boulangerie peuvent y accéder. Donc j'essaie de la placer tout simplement en catégorie C.
Donc par expérience, donc une installation d'environ 5 kW de puissance frigorifique, bon, bah, je sais que je vais avoir une charge d'environ 4 kg de fluide frigorigène. Donc je peux attaquer donc, le calcul pièce par pièce. Donc il suffit tout simplement de prendre le tableau C2 et d'aller chercher la bonne case afin d'appliquer la bonne règle de calcul pour chaque espace occupé. Donc pour l'espace de vente d'un volume de 150 m3, le calcul m'autorise une charge maximale de 12,9 kg. Donc là, aucun souci, mes 4 kg sont inférieurs à la limite. Pour le bureau de 25 m3, le tableau m'indique une charge maximale autorisée de 2,1 kg. Là, problème immédiat, mes 4 kg dépassent largement cette valeur. Pour la chambre froide, j'aurai normalement une limite de 3,4 kg, mais j'opte pour un fonctionnement avec une seule personne à la fois dans la chambre. Et donc, d'après la norme, je n'ai aucune limite de charge, il n'y a pas de restriction. Donc, sur la porte, par contre, il faudra clairement signaler interdit d'entrer à plusieurs personnes. Donc, on peut conclure dans un premier temps en disant qu'au final, l'espace le plus contraignant, c'est le bureau. Et de façon globale, la vraie question, c'est de savoir quel est le plus petit espace occupé. Donc là, il va falloir trouver des solutions. Donc, première solution, en regardant les plans, je peux essayer d'imaginer d'autres solutions d'acheminement des tuyauteries, donc permettant donc d'éviter de traverser les petits volumes occupés. Donc soit par exemple en passant par l'extérieur ou en passant directement de l'espace de vente à la chambre froide. Donc dans ce cas-là, pas besoin d'ajouter de sécurité puisque la chambre froide n'a pas de limite de charge et l'espace de vente donc accepte jusqu'à 12,9 kg de fluide frigorigène. Donc deuxième possibilité que nous offre la EN 378, c'est de définir plus précisément le volume du bureau en prenant en compte les espaces adjacents qui ne sont pas étanches à l'air, comme les faux plafonds, les portes détalonnées, les grilles de transfert ou les cloisons mobiles. Tout cela, au final, peut être considéré comme un seul espace occupé. Donc le bureau de 25 m3 peut devenir 30 m3 si, par exemple, on ajoute le volume du faux plafond, ou même 50 m3 s'il communique avec un autre bureau. Donc en augmentant le volume apparent, on peut aussi augmenter donc, la charge admissible. Dernière possibilité, donc avec l'utilisation de la clause C3 de la EN 378. Donc en regardant le tableau C3, ce qui m'intéresse au final, c'est qu'en ajoutant des sécurités, je vais pouvoir augmenter ma charge admissible. Donc avec une seule sécurité, je peux augmenter légèrement la charge autorisée, mais avec deux sécurités supplémentaires, je peux aller jusqu'à 84 kg de fluide frigorigène. Donc il existe plusieurs systèmes de sécurité à mettre en place. Donc le premier et le plus simple, c'est l'installation d'un détecteur de fuite relié à une centrale de détection. Donc dans notre exemple, il sera installé dans le bureau, puisque c'est la pièce la plus contraignante. Deuxième sécurité, et donc là on a plusieurs exemples possibles. Donc l'arrêt du compresseur via le détecteur. Donc on installe sur la ligne de sécurité, la chaîne de sécurité, un contact sec. L'ajout d'électrovannes pour isoler le circuit afin d'éviter que la charge complète en fluide frigorigène se vide dans le bureau. Ou encore la mise en place donc d'un ventilateur d'extraction. Chapitre 5. Calcul des charges maximales en confort. Avant de parler des applications de type confort, donc en chauffage ou en climatisation, il faut tout d'abord introduire la notion d'ERP, donc d'établissement recevant du public. On distingue 5 catégories définies en fonction du nombre maximal de personnes accueillies dans l'établissement. Pour les catégories 1 à 4 jusqu'à 1500 personnes, on n'est plus uniquement régi par l'EN 378, il y a aussi la réglementation CH35 qui s'applique. La CH35 est globalement proche de l'EN 378, mais elle comporte certaines spécificités pour les ERP de grande capacité, et donc il est impératif de se référer à ce règlement. Pour les ERP de la catégorie 5, donc moins de 300 personnes, on retrouve plusieurs sous-types d'établissements définis par des lettres, JLMNO par exemple, permettant donc de caractériser la nature des locaux. Donc ça peut être des salles de spectacle, des restaurants, des hôtels, et surtout les seuils en termes de nombre de personnes maximales à ne pas dépasser. Ces établissements de la catégorie 5
relève de la EN 378, mais avec une formule de calcul de limite de charge différente. Outre la limite de charge, la CH35 impose des exigences supplémentaires en termes de sécurité. Ici, j'en cite quelques-unes. Donc les fluides A2L ou A3 sont maintenant autorisés, chose qui n'était pas vraie avant. Il faudra donc de la ventilation avec un débit minimum en salle de machine, un dispositif obligatoire de détection de fuite, une coupure de la circulation du fluide frigorigène, mais aussi donc des distances de sécurité autour des machines, en particulier lorsqu'elles sont installées à l'extérieur, une zone machine accessible uniquement par du personnel autorisé. Donc cette zone doit être contrôlée et clôturée. Et enfin, ce qui est important pour nous, c'est la zone d'exclusion. Donc ça, c'est la distance de sécurité des tuyauteries, avec cette note d'information qui modifie les rayons d'exclusion et qui date d'octobre 2025. De façon pratico-pratique, pour le calcul de charge, pour les applications de confort, ici, donc, je vous présente un logigramme qui traite de l'utilisation du R290 et qui a été réalisé par l'Association française du froid. Donc, au final, on est proche du tableau C2 de la EN 378. Donc, en résidentiel, tertiaire ou industriel, on applique tout simplement la EN, comme on l'a vu précédemment. Alors, pour les ERP, le calcul est simple au final, puisqu'il n'existe qu'une seule formule, sans distinction de catégorie. Donc la charge maximale est calculée à partir donc, de la formule suivante. Donc on a 2,5 fois la LFL, donc la limite inférieure d'inflammabilité, élevée à la puissance 5 sur 4. Un coefficient lié à la hauteur, donc on va préciser un petit peu les différentes hauteurs possibles, multiplié par la surface de la pièce à la puissance 1,5. Donc contrairement aux applications de réfrigération où l'on raisonne en volume, donc en mètres cubes, les applications confort sont calculées sur une surface en mètres carrés. Donc la norme définit ensuite plusieurs valeurs de H0, donc qui correspondent au final à la position de l'unité intérieure. Donc si c'est une console, on prendra donc un H0 de 0,6 mètres. Si c'est une unité basse, 1 mètre. Et si c'est une cassette, par exemple 2,2 mètres, donc une cassette, un plafonnier, un gainable. Ces hauteurs sont importantes, car le fluide étant plus lourd que l'air, il a tendance à s'accumuler en partie basse en cas de fuite. Donc c'est pour cela que les détecteurs doivent être installés, positionnés en partie basse. Au final, si je suis le logigramme, en ERP5, je calcule directement ma limite de charge. Pour les ERP de 1 à 4, j'applique simplement la formule avec une limite maximale de 1,5 kg. Chapitre 6, calcul des charges maximales, guide M, norme 60-335. Tout comme la norme technique EN 60-335, le guide M couvre les exigences de sécurité liées aux équipements de réfrigération autonome. Cela s'applique donc aux meubles à groupe logé, aux meubles intégraux, aux unités monoblocs pour chambre froide. La principale information concerne ici les groupes scellés, avec des réfrigérants classés A3. Donc pour résumer, nous pourrons utiliser le propane et l'isobutane avec une limite de charge d'environ 500 grammes donc pour les groupes scellés. Pour les split systems, la charge maximale autorisée est de 150 grammes. Pour les autres cas, il faut tout simplement se référer au tableau C2 de la EN 378. Chapitre 7, outils informatiques et ABAC simplifié. Donc il existe un certain nombre d'outils pour nous aider à calculer la charge maximale admissible. Donc là, je vous en présente 5. Donc il existe donc des calculateurs de charge directement en ligne. Celui de ClimaLife historiquement était peut-être un des premiers, si ma mémoire est bonne. Vous avez aussi Freetech qui met à votre disposition un calculateur de charge de fluide A2L. Opteon, donc, qui est un fabricant de fluide frigorigène. Vous avez également la possibilité de télécharger un fichier Excel réalisé par Copland, donc qui est un fabricant d'équipements frigorifiques. Donc là, vous téléchargez le fichier Excel et vous complétez avec vos données d'entrée. Et enfin, donc on a des ABAC simplifiés comme ceux proposés par la GFF qui sont très intéressants. Alors attention aux hypothèses de travail, donc chaque ABAC est lié à un fluide
et à des conditions spécifiques en termes de classe et de catégorie. Mais au final, c'est assez simple d'utilisation, hein. Donc en abscisse, vous avez donc le volume du local et en ordonnée, vous avez la charge maximale admissible. Donc en jaune, vous avez donc la charge maximale admissible sans sécurité. D'accord. Par exemple, pour notre bureau de tout à l'heure, donc on avait 25 mètres cubes. Je projette sur la ligne noire ici, on voit qu'on était aux alentours de entre 2 et 3 kg. Si j'ajoute donc une sécurité, je pourrais être dans la zone orange. Et si j'ajoute deux sécurités, donc je serai dans la zone grise. Allez, je reviens à mon premier slide pour la conclusion. Alors pour conclure, donc il est important de retenir que le passage au fluide A2L et A3 n'est plus un choix, hein, mais une obligation imposée par la réglementation, avec des échéances majeures dès 2030. Leur inflammabilité rend indispensable le respect strict de la norme EN 378. Au final, la sécurité de ce type de système va reposer avant tout sur le calcul de charge maximale en fluide frigorigène. Lorsque les limites sont trop contraignantes, des solutions techniques existent, comme la détection, la ventilation ou les vannes d'isolement. L'analyse de risque, au final, va être déterminante et une étape essentielle. Donc, elle sera donc le fruit de votre réflexion technique et peut, il faut le savoir, être différente d'un professionnel à un autre. Cependant, donc, elle doit être argumentée et formalisée, puis intégrée au document unique de votre entreprise. Cela va permettre donc de justifier vos choix techniques tout en protégeant la responsabilité des différents intervenants.